Retour sur le plateau, c'est l'instant de l'analyse sur Espace Miné, toujours avec les démineurs sur ce magnifique plateau. Prenons donc la thématique centrale de cette deuxième édition de la semaine, stratégie pour assurer la pérennité de votre entreprise. Un sujet ou alors un aspect, voilà c'est le bon mot, souvent assez négligé quand même par les entrepreneurs et pourtant très important qui permet d'assurer la durée, la durabilité, n'est-ce pas, de votre entreprise. Elle peut exister, on peut l'avoir créée, mais comment faire pour qu'elle dure, pour qu'elle soit pérenne, pour qu'elle continue d'exister tout en remplissant les conditions nécessaires et en restant, on va dire, éligible, si on parle justement de concurrence. Quelles sont les stratégies clés pour bâtir une entreprise solide et viable, surtout sur le long terme, tout en restant bien sûr compétitif. Nous avons donc des experts sur le plateau et bien sûr notre consultant permanent Pierre Blériot Niémé qui se chargeront, n'est-ce pas, de nous en dire plus. Pour entrer de plein pied dans ce débat, naturellement, il est question pour nous d'essayer de souligner un mot-clé dans la thématique, la pérennité. Comment assurer la pérennité d'une entreprise? Mais c'est quoi la pérennité? Sur quoi est-ce que repose la pérennité d'une entreprise? Je vais commencer par vous, Joseph Zambo. Bonjour. Oui, bonjour Viviane. Alors, le monde actuel est en constante évolution et pérenniser les entreprises en Afrique est vraiment quelque chose de très crucial actuellement, face justement à de nombreux défis sur le changement du marché, les défis économiques et pas mal d'actions aujourd'hui qui rendent très difficile la pérennité des entreprises au Cameroun. Quand on parle de pérennité, ici on parle justement de la durée sur le temps, parce que la majorité des fois, les entrepreneurs dans le climat et la conjoncture économique actuelle, on a du mal à vivre à plus d'une année. Parce qu'en principe, lorsqu'on commence, on a encore un petit fonds d'investissement qui peut nous permettre de tourner sur une année parce qu'on a payé justement les bureaux sur un an, les employés, on a mis certaines garanties. Mais s'il n'y a pas certains éléments de base, il est difficile de renouveler cet engagement-là sur le temps. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises ferment après un an. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque sur le marché. Après une année, ils ferment. Parce qu'il faut, le bailleur des bureaux te dit qu'il faut payer une nouvelle année. Les bureaux ne se louent pas comme la maison d'habitation. C'est un peu plus cher. Et si vous n'aviez pas bien géré la première année, c'est logique que vous n'allez pas payer. Vous n'allez pas continuer. Donc, maintenant, il y a des éléments clés sur lesquels il faut surfer pour être sûr de faire vivre son activité sur le temps. Au niveau, il faut déjà d'abord évaluer son activité et surtout avoir la capacité d'adapter son activité face aux situations qui arrivent. L'adaptation ici, c'est la clé même maîtresse parce que le marché change, les prix peuvent changer, des fournisseurs peuvent changer, il y a tellement de choses. Les problèmes sont résolus et d'autres naissent. Voilà, chaque jour il y a des éléments qui, rien n'est constant. Mais il faut donc avoir cet esprit d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes tellement fermées que lorsqu'une donnée change, il est bloqué. Il n'a que le plan A, il n'a pas prévu. Il n'a même pas de plan B, alors qu'il faut arriver jusqu'au plan Z, mais même les ex-échos. Parce que voilà, donc avoir cette faculté de pouvoir s'adapter aux réalités, c'est la faculté première. Et la deuxième chose ici, c'est la gestion rigoureuse de l'argent. La gestion financière rigoureuse. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui jusqu'à aujourd'hui confondent encore l'argent de l'entreprise avec l'argent de poche. Non, on ne confond pas, on mélange. Voilà. On mélange souvent. C'est-à-dire, l'argent de l'entreprise, ce n'est pas ton argent de poche, même si c'est toi le promoteur. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin d'année, il faut bien faire l'évaluation de toutes ces choses-là. Donc, il faut avoir une très, très bonne gestion financière. Et de l'autre côté, il faut de l'innovation. C'est-à-dire, vraiment, il y a des entreprises que 10 ans plus tard, les mêmes services, les mêmes façons. Alors que le monde, il évolue, les mentalités évoluent, les clients en demandent bien plus. Donc, il est important de savoir innover et diversifier les activités. Une entreprise ne peut pas se reposer sur une seule activité. Il faut diversifier de telle enseigne que si une baisse un peu, tu peux tenir avec l'autre. Il faut renforcer la culture d'entreprise, toujours être en train de former les équipes, leur motiver, créer des petites actions pour que les équipes restent toujours concentrées. Et de l'autre côté, la relation client solide.
Viviane Angrea, ça c'est une autre maladie. Au Cameroun, les chefs d'entreprise prennent les clients comme étant des personnes des moindres. Ça, c'est très compliqué. Le client est roi. S'il n'y a pas de client, ton entreprise ne vaut rien. Mais juste... Qui applique encore ça de nos jours, hein, mais... sur l'accueil, la façon d'accueillir des clients, de communiquer, de s'adresser aux clients. C'est rare. C'est vrai qu'il y a rien de structures qui font encore. Non, la vérité, c'est que les bonnes structures que vous connaissez et que vous respectez, allez voir leur service d'accueil. Allez voir leur gestion des clients. Ça ne ment pas. Vous méprisez un client, il n'est pas obligé de faire avec vous. Bon, c'est aussi vrai que parfois on se retrouve dans des pays où chaque activité est dédiée à une personne. C'est là où on est obligé de faire avec lui. Oui. Mais je me dis encore que si on avait cette diversité, on a le cas par exemple actuel, ça moi je l'ai vu dernièrement sur Internet, l'affaire de connexion Internet. Mais c'est compliqué. On ne peut que faire avec le peu qui est là, mais c'est compliqué de payer 25 000 de connexion et d'être obligé de faire rien qu'avec eux. Mais arriver là-bas chez eux et aller vous plaindre, qui vous regarde même? On s'en fout parce qu'on sait que vous n'aurez qu'à faire qu'avec eux. Donc c'est important même que les politiques publiques, on apporte une diversité à ces choses. Il faut plusieurs opérateurs, il faut plusieurs propositions. Ça permet aux clients de justement faire le choix sur les choses. Je crois qu'on peut s'arrêter là. D'accord, voilà, merci beaucoup d'avoir énoncé quelques éléments qui pourraient justement nuire à la pérennité d'une entreprise. Et surtout, vous nous avez donné la signification exacte du mot pérennité dans cette thématique. On sait, hein, beaucoup de structures ne se contentent que voilà, d'avoir de l'argent, d'essayer d'étudier, de voir dans quel quartier il manquerait peut-être ci ou ça, ou alors voilà, où est-ce qu'il y aura un manque peut-être de coiffeuses, et puis je vais installer mon salon de coiffure. Qu'est-ce qui, selon vous, M. Ibrahim, justifierait le fait que beaucoup d'entreprises ouvrent aujourd'hui? C'est un peu comme le feu de paille, on les voit, ils chauffent sur les réseaux et tout, et puis après 2 ans maximum, voilà, on les cherche, on ne les voit plus, ils ont fermé. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est dû justement à ce manque d'astuces qui pourrait assurer la pérennité? Qu'est-ce qui se passe? À quel niveau est-ce qu'il y a échec selon vous? Viviane Andrea, je me réjouis de la thématique d'aujourd'hui parce que ça a été une thématique sur laquelle j'ai concentré beaucoup de temps de réflexion. J'ai écrit l'ouvrage La sagesse divine au service des entrepreneurs, guide pour la survie et la pérennité des entreprises, justement parce que j'avais consulté un rapport de l'Institut national de la statistique qui m'avait fait savoir que lors du recensement général des entreprises de 2009, 81% des entreprises avaient fermé sur 10 ans. C'est-à-dire que s'il y avait 1000 entrepreneurs qui avaient démarré, eh ben 810 sont mortes sur une période de 10 ans. Donc c'était un véritable problème. Et lorsque je m'intéressais à savoir, mais qu'est-ce que l'étude démontre, quelles sont les causes, qu'est-ce qui a fait en sorte que véritablement les gens là meurent autant? Il y avait des causes comme qui sont pléthoriques et qui appartiennent à tous les États, on les évoque tout le temps. Il y avait un manque de financement, il y avait une inadéquation avec la formation. Celui qui a lancé le business n'a pas fait beaucoup d'études, c'est-à-dire qu'il a un niveau de pensée ou d'analyse qui est relativement un tout petit peu réduit. C'est aussi dû aux employés, vous imaginez quand il y a trop de démissions. Oui, c'est-à-dire que c'est une histoire de capacité, c'est-à-dire que tous les 90% des entrepreneurs vont vous dire que le plus gros problème, l'un des plus gros problèmes qu'ils rencontrent, c'est la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire que gérer les hommes, c'est extrêmement compliqué. Donc il y avait plein de causes là qu'ils étaient en train de citer qui justifiaient normalement que les entreprises peinent à survivre. Mais aujourd'hui, j'aimerais donner 2 autres éléments pour aller un peu plus loin que ça, parce que c'est la même situation qui se déroule en Chine, c'est la même situation qui se déroule en Angleterre, c'est la même situation qui se déroule aux États-Unis. Et même pire encore, lorsque moi j'avais constaté qu'au Cameroun, on avait 98,5% d'entreprises qui étaient des PME, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nous, on ne reste que des PME? Je suis allé consulter la Chine. En Chine, on a également 98,5% des entreprises qui sont des PME. Des petites et moyennes entreprises. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils parviennent à demeurer? Je vais juste dire 2 choses. Lorsqu'on pense pérennité, lorsqu'on pense vision, lorsqu'on pense à demeurer dans le temps, on a d'abord la vision du long terme.
Lorsque vous êtes un entrepreneur qui, on lance seulement pour suivre, pour payer le loyer, ce n'est pas une vision à long terme. Vous n'êtes pas en train de travailler pour le long terme. Vous n'êtes pas préparé à gérer le long terme. Vous n'êtes pas préparé au fait que, écoutez, il y aura des périodes de vaches mères, il y aura des périodes de vaches grasses. Comment est-ce que je vais gérer ma trésorerie pour que lorsque ça va plus vraiment entrer, il faudrait que j'aie le temps ou le souffle pour tenir. C'est des questions qu'il faut se poser. Les personnes qui sont visionnaires et qui savent que non, je suis en train de mener une initiative, un projet, une entreprise pour 10, 15, 100, 200 ans, ont une différente façon d'analyser les choses et de voir les choses. Je vous pose donc la question, comment donc élaborer une stratégie qui nous permette d'avoir cette durée sur le long terme? La première des choses, Viviane Andrea, qu'il faut savoir, c'est que c'est la loi de la nature. Tout ce qui naît meurt. Quand vous voulez attaquer la pérennité. Et il y a ce passage qui dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Andrea, il y a les produits, les services ont un temps pour naître, ils ont un temps pour mourir. Pour le même produit que vous... C'est la stratégie que vous allez élaborer. Andrea, tout ce qui naît va mourir. C'est-à-dire que quand vous lancez un entrepreneur, vous mettez un produit X, dites-vous bien qu'à un certain moment, après 5 ans, 10 années, on voudra résoudre le même problème mais avec un autre produit. On vouloir résoudre le même problème avec un autre service, avec d'autres outils, avec d'autres méthodologies. Donc, chaque produit ou chaque service a une durée de vie. Et le fait que vous lancez un produit, le produit, il va arriver, il est innovant. La population commence à dire, il y a une nouvelle marque de, je sais pas quoi, de greffe qui est sortie là. Et puis, tout le monde commence à courir comme ça pour prendre la nouvelle greffe qui est sortie là. Après, à un moment, tout le monde en parle, ça atteint son optimum. Après, c'est la suite, il n'y a pas 46 solutions. Parce qu'il y a quelqu'un ailleurs qui a innové, qui a proposé mieux. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce produit-là, il faut prévoir qu'après un certain temps, il va mourir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et commencer à anticiper pour régénérer, innover, améliorer et proposer autre chose. Quand vous regardez les brasseries au Cameroun, les brasseries, ils nous trompent là. Il y avait un jus qu'ils avaient proposé là avec je ne sais pas quel nom. Après, ils ont changé la bouteille. C'était le même jus quand je l'ai bu, mais ils ont appelé ça autrement. Parce que les hommes aiment la nouveauté, le nouveau produit. Donc, ça doit mourir. Et il faut prévoir déjà ça d'entrée de jeu. La deuxième chose que je veux dire pour que les entrepreneurs sachent qu'ils peuvent traiter le cas de la sérénité, c'est la maîtrise des temps et des circonstances. Ça manque énormément à beaucoup d'entrepreneurs. Je vais me permettre, parce qu'on a commencé avec un ton pastoral, d'évoquer un verset biblique qui, moi, m'interpelle beaucoup. Il se trouve dans le livre d'Ecclésiaste 9:11, il dit « J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. » Autrement dit, c'est pas parce que vous êtes agile que vous allez gagner la course. C'est pas parce que vous êtes vaillant que vous allez forcément remporter la guerre. C'est pas parce que vous êtes intelligent que vous allez devenir riche. Il y a beaucoup de personnes qui sont intelligents et ils ne deviennent pas riches. C'est pas parce que vous êtes un savant que vous allez avoir des faveurs. Tout dépend, Viviane Andrea, des temps et des circonstances. Pouvoir donc interpréter les temps d'un marché, pour savoir dans quel couloir il faut se lancer et comment se positionner, vous permet non seulement de considérer le fait qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, un produit je l'ai mis sur le marché, à moi ça va passer, il faudrait que je prépare là le deuxième produit ou le deuxième service ou la troisième offre que je vais mettre à proposition pour qu'on tienne le cap. D'accord. Alors, Alain Douk, qui certainement a quelque chose à nous apporter concernant cette thématique, comment fidéliser ses clients dans un marché en constante évolution? Parce qu'il faut bien que nous qui sommes là dans le présent et qui avons donc, je sais pas, des services à proposer, des produits, il faudrait bien qu'on puisse d'abord fidéliser les clients actuels. On ne va pas se contenter de commencer à prévoir l'avenir quand le produit va mourir. Que faire d'abord pour le moment, n'est-ce pas, pour fidéliser les clients qui sont là? Peut-être essayer, n'est-ce pas... Avant de fidéliser les clients, il faut les avoir. Ici, c'est un autre problème que vous soulevez également. Il y en a qui ferment parce qu'ils n'ont même pas d'abord de clients. Le problème, c'est les fondements, le soubassement, comme on dit. C'est-à-dire qu'une maison sans fondation n'est pas une maison qui va tenir dans le temps. On le sait bien. On pourra avoir un délitement, la structure de la maison qui s'effondre. Alors, il faut toujours... Les gens pensent qu'il n'y a que dans la culture entrepreneuriale où on doit poser la problématique de la vision. En réalité, ce n'est pas que là-bas. C'est dans toutes les formes d'organisation. Et l'entreprise est une organisation. C'est-à-dire que vous devez avoir une vision. C'est-à-dire, comment je vois mon entreprise? Dans 5 ans, comment je la vois? Dans 15 ans, comment je la vois? Qu'est-ce qu'elle apporte dans mon écosystème? Qu'est-ce qu'elle devra apporter? Qu'est-ce qu'elle pourra apporter au monde? Alors, par rapport à la vision que vous avez, et qui est certainement liée à un problème fondamental à résoudre, et
auquel votre entreprise va apporter la solution, vous allez donc définir une programmatique, un ensemble, comment on dit, un plan d'action de choses à faire et vous vous définissez, vous vous dotez des moyens requis pour réaliser chacune de ces actions en question. Maintenant, vous allez comprendre que les gens négligent cet aspect. Quelqu'un l'a relevé. Ben, vous avez une vision, mais la vision s'insère dans un écosystème. Donc, il faut avoir la connaissance de votre écosystème. On a parlé de l'étude de marché. Je suis sûr que plusieurs se lancent, mais on n'a pas toujours parfois les moyens d'aller requérir une expertise de ci, de ça, hein, pour qu'on me dise que vraiment, est-ce que par rapport à l'activité que je veux lancer, est-ce que tout est réuni dans l'écosystème, l'environnement où je vais évoluer pour que le lancement en question soit une réussite et que l'entreprise en question prospère. Parfois aussi c'est ça. Maintenant, pour revenir à ta question, parce qu'on va certainement aborder d'autres aspects. Bien sûr. La clientèle, il faut travailler justement sur le produit. Déjà, il faut que votre produit plaise. Il faut qu'il soit impactant. Il faut qu'il soit innovant. Il faut qu'il résolve véritablement un problème. Donc, dès que c'est fait, c'est bon, mais on ne s'arrête pas là. Il y a maintenant toute une stratégie marketing, en réalité, à mettre en œuvre pour maintenir les clients en haleine et accueillir d'autres. Parce que c'est ça aussi le problème. Les gens, on le relevait là tout à l'heure, bah, les gens, le client, on pourrait dire hein, que le client est aussi capricieux. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, puisque vous n'êtes pas seul dans l'écosystème, des gens proposent le même type de produit que vous. Donc il faut toujours être là en train de faire du charme. En réalité, disons ça trivialement comme ça pour que tout le monde comprenne. Il faut toujours être en train de faire la cour aux clients. Même si c'est vrai que dans notre contexte ici, je ne suis pas sûr qu'on est toujours là dans notre mindset en train de nous dire non, le client est le roi. On doit toujours être en train de le courtiser. Mais vous devez avoir véritablement un département marketing et communication fort. Parce que, quoi qu'on dise, les gens renvoient souvent la communication très loin, je ne sais pas, quatrième pouvoir dans un autre contexte, celui de la politique. Mais en réalité, la communication, c'est le premier des pouvoirs. Il faut communiquer pour exister. Vous devez communiquer sur le produit. Il faut avoir des stratégies marketing incitatives. C'est-à-dire que des petites rétributions sur les clients, etc. Pour les inciter à voir que bah, ils gagnent véritablement à se fidéliser à votre marque ou à votre entreprise, etc. Donc ça, c'est des marketeurs qui ont le secret de ce genre de stratégie, etc. Donc on travaille là-dessus. Il faut toujours être présent dans l'esprit des gens, dans le secteur d'activité qui est le vôtre. Et ça, c'est la communication qui permet de le réaliser. Donc, déjà, je peux dire que si vous maîtrisez donc aussi le background culturel, parce qu'il faut qu'on ait le background culturel des gens, comment les gens pensent dans la sphère où vous évoluez. Parce que si vous allez adopter des stratégies de com qui font que les gens sont heurtés dans ce qu'ils ont comme valeur, ben, votre produit aura des problèmes. C'est une mauvaise com. Voilà. Donc du coup, même dans le lancement, commencez déjà à connaître vraiment ici les gens, ils ont quel mindset, ils aiment quoi, ils n'aiment pas quoi. Il ne faut pas communiquer de telle ou telle manière avec eux pour ne pas leur heurter les heurter dans leur sensibilité. Donc il faut connaître les codes sociaux même. Parce que les gens ne connaissent pas que la science même entrepreneuriale est balai, hein, un ensemble de domaines, jusqu'à la psychologie. Merci Alain. Donc on va également prendre l'avis de Pierre Léon Exploito ce matin. Alors, on a constaté que beaucoup, pour échapper donc à ce problème lié à la durée, optent pour la diversification, hein, et diversifier les produits, les services. Est-ce que c'est une stratégie efficace? Est-ce que c'est toujours une stratégie efficace pour la durée d'une entreprise? Ok. Ce que j'ai suivi concerne des entreprises qui ont déjà un certain volume. Mais essayons de balayer toutes les formes de petites et moyennes entreprises. Il y a des entreprises qui vont inéluctablement mourir. Il n'y a rien à faire pour une raison simple. Celui qui joue le rôle d'entrepreneur n'est pas le vrai financier au départ. Vous comprenez? Je veux dire que si j'ouvre un salon de coiffure à un jeune homme ou à une jeune femme, peut-être de 2 millions, et je le laisse dans cet état-là, il ne pourra pas tenir. Dans ce genre d'entreprise, il faut un accompagnement permanent. Il n'a peut-être pas les ressources pour la gestion financière. Il verra au début qu'il a beaucoup de produits,
Si la coiffure doit se faire à 2000, si son ami arrive et dit j'ai 500, il va le coiffer parce que les produits sont disponibles. Mais il n'a pas toute la formation, il n'est pas suffisamment outillé pour savoir qu'il faut une certaine comptabilité, parce qu'il va falloir réacheter à nouveau des produits en dégageant probablement une marge bénéficiaire. C'est ainsi toutes les entreprises, des petits-enfants, les enfants à papa là, ou des femmes qui s'ennuient à la maison, où son mari dit qu'il faut faire les affaires. Bon, ça échoue. Parce qu'on ne tient pas rigoureusement une comptabilité. Ce que je vais dire, c'est que le premier élément, c'est que si celui qui gère l'entreprise n'en est pas capable, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne une comptabilité quotidienne. Combien de structures ont une comptabilité? L'argent entre, il sort comme il entre. Tu rentres le soir, vous avez travaillé combien ici? On te dit 75 000. Tu prends 50 000. Tu vas. Et si tu as un problème, tu appelles là-bas. Vous avez combien là-bas en caisse? On te dit, vous voyez, si vous ne commencez pas par là, la bonne tenue de la comptabilité. Deuxième élément qui rentre toujours dans les finances, Zambolo disait, l'entrepreneur n'est pas quelqu'un de riche, parce qu'il n'a presque jamais d'argent. Le vrai entrepreneur n'a presque jamais d'argent. Pourquoi? Parce qu'il passe le temps à réinvestir. Mais bien sûr! Mais c'est un risque Tout le temps. Non. C'est le style de vie qu'il a choisi. C'est le style. Lui, comme vous venez travailler à Info TV, lui, son capital, c'est ça son emploi. Il ne fait pas dormir l'argent. Il ne thésaurise pas. Vous parlez donc de la diversification. Sauf que quand vous diversifiez, ne vous éloignez pas trop de votre produit, de votre activité principale. Vous avez, comme vous avez dit, peut-être un salon de coiffure et puis vous allez peut-être ouvrir, je sais pas, un restaurant ensuite. De toutes les façons, faites en sorte de créer des passerelles. Une corrélation. Vente de cravates, parfums. Voilà, entre l'activité principale et les nouvelles activités, pour que vous-même vous puissiez bien circuler. Maintenant, le troisième phénomène, je vous prends un cas, j'ai vu des jeunes gens qui ont mis ensemble leurs moyens pour ouvrir une agence de transport. Ils sont allés dans un pays, là, ils ont acheté les cars. Tous, au départ, avaient été des gens qui ont travaillé dans les agences, qui volaient l'argent en agence, qui connaissaient toutes les techniques là pour... Une fois qu'ils sont devenus patrons, personne ne voulait plus faire le travail de surveillance qu'il faut faire. Ils étaient déjà des patrons. Ils ont oublié que ce qu'ils faisaient, on va le leur faire. Qu'est-ce que cela permet de comprendre? L'entrepreneur est le premier employé de sa propre structure. Si vous vous déconnectez de votre structure, elle va mourir. Si vous aimez être patron ou patronne, quand vous arrivez, vous êtes assise ou assis, ainsi de suite, ça va, il n'y a même pas, puisque on va vous aimer dans votre place assise là-bas et on va vous scier. Vous voyez en dessous. Vous n'allez pas voir des entrées. Vous n'allez pas voir. Vous croirez, on peut même vous donner l'impression qu'il y a les entrées. Vous avez acheté les produits de 3 millions. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte qu'on ne vous a que donné 1 million pour les produits de 3 millions que vous avez achetés. Mais vous êtes contente d'avoir 1 million. C'est quand vous allez réacheter les produits que vous allez vous rendre compte que les rayons sont vides. Vous voyez la chute? Donc l'entrepreneur, le véritable, c'est pour cela qu'il faut toujours, ou très souvent, mener l'entrepreneuriat dans des activités qu'on maîtrise déjà. Magnifique. Il est difficile d'être voilà, il est moins difficile d'être moins facile d'être dupé dans une activité. Mais quand même, il y a des experts. Moi, je connais voilà, un jeune qui avait une cave là, qui s'est fait duper, ça veut dire qu'il avait tant d'expérience. Mais qu'est-ce que les gars faisaient? Les gars, tous les jours, ils venaient, ils trouvaient bien ses bouteilles. Non, ils n'avaient pas d'expérience. Tu n'avais pas, non, tu n'avais pas besoin de dire. C'était un fou. Non, ton gars était un fou. Parce qu'il y a deux choses dans les caves et dans les hôtels. Soit on vide les bouteilles, on met de l'eau. Tu vois les bouteilles là, il n'y a rien là. Soit on vend tes bouteilles, on achète les mêmes bouteilles, on remplace. Donc en fait, toi tu payes la location et tout le reste pour le vendeur. Lui là, il a sa caisse, une sous-traitance et c'est toi qui assumes les factures. Et il s'est senti vite patron. Tu ne peux pas avoir une structure comme une cave. Attends, moi je ne comprends pas ça. Pourquoi tu ouvres une cave? Tu n'as pas de temps pour gérer une cave. Tu ouvres une cave pour qu'on dise que tu as une cave à essence, c'est ça? Non, là il y a un problème. Mauvais investissement. Si tu veux ouvrir une cave, dans ces conditions-là, tu fais un contrat avec quelqu'un et lui, il te verse de la plus-value.
c'est lui qui est responsable. Tu n'entres pas dans le risque. Parce que tu veux qu'on dise que c'est ta cave qui a essence. D'accord. Le gars va te donner l'impression que tu as une cave à essence alors que tu n'as rien. C'est lui le vrai patron. Je vois des gens qui achètent des taxis. Tu n'es pas taximan. Tu ramasses un type, tu dis que conduis-moi le taxi ici. Mais c'est lui qui... Il y aura un seul patron pour le taxi là. Et jamais toi. Voilà. Donc, si tu veux faire dans le taxi, si tu as les moyens d'être taximan, tu es taximan. Moi, tu viens me dire, je vais acheter un taxi, je te dis, laisse cette affaire. Si tu es taximan, oui, on peut te financer. Étant toi-même au volant, tu vas voir la réalité. Vous comprenez? Ok, voilà, merci beaucoup. C'est vrai que beaucoup parlent également de la formation en continu. Quelle place donner donc voilà, la formation en continu et à l'implication des employés. Est-ce que les employés n'ont pas également leur rôle à jouer dans la durabilité, n'est-ce pas, d'une entreprise, Joseph Zambo? Oui, ce que je veux dire par là, c'est que c'est obligé. Moi, je dis toujours ça à mes équipes. La qualité des employés manifeste directement la qualité de l'entreprise. Mauvais employé,